Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Focus aujourd'hui sur la chaufferie à bois qui a été inaugurée hier après-midi à Bitche. On vous emmènera aussi en pèlerinage sur des lieux sacrés dans l'arrondissement. Et puis coup de projecteur sur le Sarregueminois Hugo Schott qui a gagné son match hier sur les cours de la Blise dans le tournoi ITF World Tennis Tour. Avec nos invités, on verra ce qui est mis en place à la médiathèque communautaire de Sarreguemines, en particulier à destination du public qui souffre de troubles 10. Anne-Marie Gangloff et Sandrine Clam, bonjour. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. Vous allez aussi pouvoir profiter des bons plans et idées de sortie que Sandrine va nous proposer. Coucou. Coucou Julia. Et puis tu donneras aussi, comme chaque jour, la parole aux internautes. Tout à fait. Pour le moment, c'est Marie qui a la parole. Elle est depuis ce matin à Bitche. Les températures ont considérablement baissé. Certains d'entre vous ont même déjà vu les premiers flocons. Au niveau de l'arrondissement, les équipes d'intervention sont depuis hier en vigilance. Marie, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, l'unité effectivement technique territoriale dont tu parlais à l'instant, Julia, regroupe une quarantaine d'agents pour les secteurs de Sarreguemines, Sarralbe et Bitche. Grosso modo, 700 km de route départementale. La campagne hivernale a officiellement démarré. Elle démarre habituellement à la mi-novembre pour se terminer à la mi-mars, suivant les aléas climatiques. À partir de maintenant, la priorité est donnée à la VH. Alors la VH, Julia, qu'est-ce que c'est ? C'est la viabilité hivernale. Ça inclut les astreintes, les interventions, les opérations de salage, de déneigement, comme on en parlera après dans le reportage. Il faut savoir évidemment que la météo n'est pas uniforme sur l'ensemble du secteur. C'est pour ça qu'il y a 3 ans, un parcours patrouille a été mis en place pour définir en fait des points stratégiques où des données météorologiques sont recueillies régulièrement pour avoir tout simplement une patrouille la plus efficiente possible. Car s'il y a un mot qu'il faut retenir, c'est le terme raisonné. Effectivement, les quantités de sel, les moyens humains et techniques sont mis à disposition à chaque fois en fonction des aléas climatiques. Donc c'est vraiment en fonction du verglas, de la neige que les équipes sortent avec tel ou tel engin. Merci Marie et puis merci à Uranie pour les images. On revient vers vous dans quelques instants pour avoir encore plus de détails. On regarde d'abord le résumé de l'actu du jour. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. La chaufferie à bois inaugurée à Bitche. Elle a été construite par la communauté de communes du Pays de Bitche sur le site du 4e cuir. Une chaudière géante qui permet de chauffer plusieurs bâtiments, notamment la caserne Aigné, la médiathèque ou la salle des cuirassiers. Un réseau de chaleur a également été installé, un équipement d'un coût d'1,3 million d'euros. Autre inauguration hier à Bitche, celle du bâtiment relais Caritex sur la zone industrielle. L'entreprise est spécialisée dans la création et la découpe de textiles, destinés notamment à l'industrie automobile ou aéronautique. 25 emplois sont en prévision sur 3 ans dans ce bâtiment de 3000 m². Grande soirée avec l'idole des jeunes. Les fans pourront rendre hommage à Johnny Hallyday au Cinéma Forum de Sarreguemines. Des performances inédites et des interviews de l'artiste seront à découvrir le dimanche 1er décembre lors d'une séance unique. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place. L'Aglo, 10 zones pour développer l'emploi. Et puis côté ciel, on nous promet un temps frais mais sec. Regardez les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. En début de journée, les éclaircies et les nuages se partagent le ciel, mais la visibilité sera réduite à cause de larges bancs de brouillard. En journée, les nuages dominent, mais le temps reste sec. Côté température, les minimales repassent au-dessus de la barre des 0 degrés. Les maximales iront de 5 à 8 degrés. Et demain, nous serons le vendredi 22 novembre et nous fêtons les Céciles. Le soleil nous accompagnera de 7h52 à 16h43. Et comme je le disais, le brouillard sera très présent demain, comme le jour où a été prise cette photo par Antoine en forêt. Merci à lui pour cette photo et partagez-nous vos photos également en nous écrivant par mail à cette adresse ou alors sur notre page Facebook. À l'instant T, les agents d'exploitation ne sont pas en train de déneiger les routes. C'est donc l'occasion pour nous de faire le point sur les équipements à leur disposition et sur la manière dont ils travaillent tout au long de l'hiver. Reportage de Marie Luff et Uranie Tozic.
Comme dans un dessin animé, ce camion se transforme. Une lame de déneigement est installée à l'avant et une saleuse est rajoutée à l'arrière. Cet engin de service hivernal pèse désormais 15 tonnes. Acquis l'hiver dernier, ce camion a été mis à niveau. C'est le 11e du parc. Flambant neuf, il a toutefois été soumis à révision car il en va de la sécurité des agents, mais aussi des riverains. William patrouille les routes départementales depuis 4 ans et dans ce milieu, l'expérience est tout aussi importante que le matériel. C'est un métier à part entière, il faut avoir un petit peu de sensibilité et c'est vrai que l'expérience est un allié et un atout pour faire ce rôle de patrouilleur. Pendant l'hiver, les patrouilleurs se relayent. Ils sont tour à tour d'astreinte, mais la procédure est toujours la même. Observation puis action, si nécessaire. Alors à la fin de la journée, il y a une conférence météo dans laquelle on observe les prévisions météorologiques pour la nuit à venir. Puis en fonction de cette météo, le patrouilleur décide de déclencher sa patrouille au courant de la nuit pour aller voir les phénomènes météorologiques éventuels qui se produiront sur la chaussée. Le secteur de Sarreguemines, Sarralbe et Bitche est vaste. Pour aider à la prise de décision, l'unité technique territoriale dispose d'outils spécifiques. Alors à notre disposition, on a une météo très précise, professionnelle, et nous avons aussi 2 stations météo. L'une se trouve à l'étang d'Anneau, l'autre se trouve sur la RD 31 bis à Bousbach. Celle-ci enregistre durant la journée les données météorologiques telles que la température de l'air, l'hygrométrie, la température de surface de chaussée. Et tout ceci sont des indicateurs pour le patrouilleur, des aides à la décision. Si le patrouilleur déclenche une intervention, les camions pourront utiliser ce sel, actuellement à l'abri sous un hangar. Alors le sel est un fondant, c'est-à-dire qu'il permet d'effacer les phénomènes météo qui peuvent se trouver sur la chaussée. C'est un fondant. Actuellement, l'unité technique territoriale a à sa disposition environ 1500 tonnes. Et vous venez de le voir à la fin de ce reportage, le sel est évidemment l'allié indispensable de la quarantaine d'agents déployés sur le secteur. David Suc a répondu aux questions de Morane Grandcola concernant notamment la gestion de ce sel. Je vous propose de l'écouter. Dites-nous, alors on vient de voir l'aspect technique, d'où provenait le sel, etc. Mais est-ce qu'à terme, ce sel ne pose pas des soucis sur les routes au niveau écologie ? Ce sel, évidemment, a des conséquences sur l'écologie et sur l'environnement de manière générale, et je crois que c'est pas neuf. Le tout, c'est de trouver la bonne solution, le bon dosage, et avoir une attitude, évidemment, qui puisse satisfaire à la fois les usagers et puis les hommes et les femmes du territoire et de manière générale par rapport à la préservation de l'environnement. Je crois que c'est essentiel, et la politique du département sur ces questions-là vise évidemment à réduire le sel pour essayer d'avoir à la fois une économie financière, mais c'est pas la première question, mais surtout avoir un impact sur l'environnement qui soit en diminution. Et donc, est-ce qu'il y a des alternatives qui sont envisagées ? Alors la première alternative, c'est effectivement de mettre lorsque c'est nécessaire, à la fois au travers des grammages, puisque ce sont quelques dizaines de grammes au mètre carré qui sont épandus. Il y a des solutions avec de la saumure qui sont épandues en fonction des températures plus ou moins négatives, parce qu'il faut savoir que le sel a une action lorsqu'il est travaillé, lorsqu'il est roulé. Et plus vous avez de véhicules qui passent, moins vous pouvez mettre de sel. Je crois que c'est important, et donc on a aujourd'hui des mélanges qui sont apportés avec plus ou moins de saumure, plus ou moins d'humidité pour qu'ils puissent agir beaucoup plus vite. C'est le premier point. Le deuxième, on n'a pas vraiment envisagé pour l'instant une autre alternative. Vous avez du sable, vous avez des scories, avec d'autres conséquences, à la fois parce qu'ils agissent moins vite, et lorsque ça agit moins vite, vous devez en mettre plus, et donc ça a aussi des conséquences évidemment sur l'environnement. Et donc d'année en année, la neige ne tombe pas en même quantité. Comment on s'adapte, notamment financièrement ? Il y a un budget qui est validé année par année, évidemment, qui prend, j'allais dire, les moyennes sur les 3-4 dernières années. C'est pas une question de finances qui pourrait être à l'origine d'un déneigement qui soit plus ou moins efficace. Je crois que c'est important de le rappeler. La première priorité, c'est de permettre aux hommes et aux femmes de ce territoire, évidemment, de pouvoir vaquer à leurs occupations et à leurs obligations professionnelles, organiser évidemment des qualités de secours avec des routes qui sont adaptées. Et donc, la question budgétaire n'est pas la première question. La première question, c'est l'organisation technique. Vous êtes aujourd'hui ici dans le canton de Bitche, qui dépend évidemment de l'unité territoriale technique de Sarreguemines Bitche Sarralbe. Il faut savoir que la viabilité hivernale, ce sont 13 engins de déneigement. C'est quasiment 45 hommes et femmes qui sont à pied d'œuvre. Et lorsque vous parlez de budget sur un territoire comme l'UTT de Sarreguemines Bitche, c'est
quasiment 500 000 € de budget et un peu plus de 2000 tonnes de sel. Très bien. Et est-ce que dans le pays de Bitche, il existe certains tronçons qui sont plus problématiques que d'autres? Évidemment, il y a des tronçons qui sont problématiques au travers de leur exposition. Lorsque vous avez un certain nombre de routes qui sont à la fois encaissées ou qui sont sur des remblais, vous avez évidemment ensuite des phénomènes de congère qui se produisent et donc avec des interventions qui doivent être calibrées, voire millimétrées. C'est le premier point. Et le deuxième, on a ce que... Ça fait quelques années maintenant que je suis élu départemental. Lorsque j'étais président de la commission des routes entre 2011 et 2015, nous avions lancé sous la volonté du président Veyten tout un programme de replantation que vous pouvez observer sur un certain nombre de routes départementales de manière à recréer des haies anti-congères. C'est bon pour l'environnement parce que c'est évidemment des habitats qui sont organisés, favorisés, développés, mais c'est avant tout aussi pour limiter les conséquences des congères et de la neige. Mais quoi qu'il en soit, restez évidemment très vigilants sur les routes. Un troisième bâtiment relais pour l'entreprise Caritex. Le pays de Bitche se développe et ce n'est pas sans compter sur la communauté de communes. Hier, les élus ont fièrement coupé le ruban bleu-blanc-rouge qui marque le succès de cette entreprise spécialisée en textile automobile. Reportage de Morane Grand-Cola. 3000 m² de surface, 25 emplois à la clé et une activité en plein développement. Le nouveau bâtiment relais de Caritex est officiellement inauguré. Il représente à lui seul un montant de 2 500 000 € subventionné par l'État et la région Grand Est. L'entreprise allemande Carita, spécialisée dans la découpe et l'assemblage de textiles pour automobiles, s'est implantée en France en 2012. Sa petite sœur Caritex, qui fabrique le textile, a vu le jour en 2016. Le but pour la firme est de continuer sur cette lancée, car le pays de Bitche est un pôle stratégique. C'est la région, c'est les personnes que je vais trouver, c'est trop bon pour notre usine. Vous avez deux Sprachen, Sie reden Deutsch und Französisch, parler français et allemand. C'est très intéressant et c'est la qualification de la personnel. La communauté de communes s'est donné des objectifs. Développer le marché de l'économie dans le pays de Bitche et attirer ainsi de futures entreprises comme celle de Caritex. Pour cela, elle met en place un suivi pour les porteurs de projets. On les conseille déjà. Déjà en premier lieu, on les reçoit. On discute avec elles de leurs projets d'implantation. Avec l'hôtel d'entreprise, on a la possibilité de louer soit des bureaux, soit des cellules artisanales. Un autre procédé, c'est les bâtiments relais. Ensuite, peut-être trouver dans le domaine privé également un bâtiment à louer. Voilà, ça c'est différentes possibilités pour leur permettre de s'établir sur le pays de Bitche. Comme c'est un accompagnateur pour les porteurs de projets. Oui. Andrea Cordella a encore des tas de projets en tête. Il souhaite, d'ici 2 ans, installer 10 machines supplémentaires afin de créer une vingtaine d'emplois qui s'ajouteront aux 60 postes déjà pourvus. Le cuir est également une de ses grandes préoccupations. Le maître mot pour l'entrepreneur est innovation. Il a déjà décliné son activité dans le milieu hospitalier en produisant des textiles antibactériens. Se chauffer grâce aux énergies renouvelables, c'est l'engagement que prend la communauté de communes du pays de Bitche qui a décidé d'entrer dans la transition énergétique. Après 1 mois et demi de fonctionnement, la chaufferie collective à bois a été inaugurée hier après-midi à Bitche. Un projet qui rassemble bon nombre d'acteurs locaux. Reportage de Morane Grand-Cola et Thibaut Desmerlet. C'est le début d'une longue mission que s'est donnée la communauté de communes du pays de Bitche. Rayer au fur et à mesure l'utilisation des énergies fossiles. La chaufferie collective à bois installée à côté de la place Aigné en est un exemple. Avec une gestion centralisée, le coût de fonctionnement est réduit de plus de 80 000 € par an. Le bois, combustible utilisé, dispose aussi d'un prix compétitif. Mais pour Francis Vogt, il ne faut pas s'arrêter là. Après les 9 premiers bâtiments communaux concernés, d'autres devront suivre, comme la piscine. Mais je pense qu'il y a au niveau de la ville, il y a à continuer à poser des réseaux de chaleur, parce qu'on a souvent, on se dit oui, on va poser des réseaux de chaleur, ça va faire diminuer au niveau rentabilité. 1 km, c'est 1 degré, à peu près 1 degré de perte, et qu'aujourd'hui, avec l'isolation des réseaux, ça ne pose plus aucun problème. Et je pense qu'il faut aller dans cette direction-là, parce que le coût de fonctionnement, au niveau du fonctionnement, c'est très intéressant. En plus de l'aspect économique, il y a une volonté forte de vouloir utiliser une énergie durable et renouvelable. Vouloir s'inscrire dans la transition énergétique, c'est montrer l'exemple.
Et je pense qu'il faut à un moment donné montrer l'exemple. Et c'est ça au niveau de la collectivité, la communauté des communes. Elle a cette politique-là. Et je pense que la chaudière, c'est vraiment un bel exemple de ce qu'on peut faire sur un territoire. Le coût de l'opération s'élève à 1 365 000 € et une subvention a été obtenue à hauteur de 1 019 000 € de la part de l'ADEME et du Fonds de soutien à l'investissement local. L'approvisionnement doit se faire autour de la chaufferie dans un rayon limité. C'est le cas. Le bois est fourni par la scierie Lejeune à Sierstal et est séché dans une usine de méthanisation à Gros-Rederchin. Un projet réalisé grâce à de nombreux acteurs locaux. Et je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont travaillé, les entreprises qui ont réalisé cette chaufferie, que ce soit le BTP, le Gros Œuvre, l'entreprise Schaeffer qui a fait la chaufferie en tant que telle et qui aujourd'hui a aussi l'exploitation et tous ceux qui ont travaillé pour ce chantier-là qui est vraiment une très belle réalisation. Le pays de Bitche est un territoire forestier où le bois est naturellement présent et en quantité, de quoi assurer une bonne longévité des chaudières. Alors cette chaufferie collective à bois de technologie avancée a été fabriquée par l'entreprise Froling en Autriche. Bien que son installation semble complexe, son mode de fonctionnement reste très simple. Comment marche-t-elle et à qui sert-elle? Thibaut Desberlés nous dresse la fiche technique. C'est une véritable source de chaleur géante. La chaufferie collective à bois desservira plus de 9 bâtiments communaux à Bitche. 6 sont déjà raccordés, dont la médiathèque Joseph Schaeffer, l'ancien bâtiment Trolitan, l'espace René Cassin, la salle des cuirassiers, l'hôtel d'entreprise et le siège de la CCPB. La future brigade de gendarmerie, la salle des Rennes et le marché couvert pourront en bénéficier dans les prochains temps. De quoi est-elle composée? La structure dispose de 2 chaudières à bois de 350 kW chacune et d'une chaudière à gaz d'appoint de 1000 kW, utilisée lorsque le froid deviendra agressif. 2 ballons d'eau chaude de 5000 litres ont été installés qui alimentent plus d'1 kilomètre de réseau de conduite menant vers les différentes sous-stations dans chaque bâtiment raccordé. La température est réglée et affinée suivant les endroits. Nous avons la chance, nous avons mis une gestion, comme je vous l'ai dit, technique centralisée qui permet, elle, à distance de gérer ses paramétrages. On n'a pas besoin de venir en chaufferie directement pour faire les réglages. Et elle nous permet aussi de déceler très rapidement les défauts. Si on a une pompe qui tombe en panne, on a une alerte sur le téléphone. Donc on arrive à gérer assez rapidement nos problématiques de panne. Très bien, mais comment ça marche? Suivons le bois à la trace. Les copeaux sont ramenés par camion et déversés à travers 2 trappes vers un silo de 180 m3. Un racleur amène ensuite le combustible vers une vis sans fin qui le pousse vers des artères métalliques reliées aux 2 chaudières. Les copeaux y sont brûlés, produisant de la chaleur. Le bois provenant de plaquettes forestières et de scieries doit avoir une bonne siccité, c'est-à-dire un bon taux de séchage pour une meilleure performance. Le combustible et les rejets sont contrôlés. L'installation nécessite une maintenance en permanence. Donc la grosse maintenance qu'il y a à faire, c'est surtout vérifier qu'il n'y a pas d'encrassement au niveau des vis sans fin et des racleurs. Il peut arriver que de temps en temps, il y a des produits qui ne sont pas du bois, qui sont mélangés aux copeaux, donc ils peuvent poser des problématiques. Il y a aussi le descendrage, donc ces chaudières font descendre. Il faut les vider. En marche depuis fin septembre, aucun problème n'a été relevé. Et dans le cas extrême où les machines sont en grève et que plus rien ne fonctionne, le plan de secours est en place. Nous avons maintenu les anciennes chaudières, donc il suffira de descendre dans la sous-station, de faire un jeu de vannes et on pourra fonctionner comme à l'époque. Donc on ne sera pas totalement dans le froid. Côté sport, hier c'était une belle journée pour les Lorrains au tournoi ITF World Tennis Tour. Hugo Schott, à domicile, a affronté Mayol Darras. Il jouera aujourd'hui sa place en quart de finale face à l'Américain Peter Kobelt. Retour en images sur sa prestation sur les cours de tennis de la Blise à Sarreguemines. Hugo Schott était à l'aise à domicile et contre un adversaire qu'il avait déjà battu l'année dernière lors d'un autre tournoi. Et ça s'est ressenti hier sur les cours de tennis de la Blise à Sarreguemines lors du tournoi ITF World Tour. Le local a affronté Mayol Darras. Dans une bonne condition physique, il a remporté son match en 2-7, 7-5, 6-4. Hugo Schott a rendez-vous aujourd'hui à 17h avec l'Américain Peter Kobelt pour se qualifier pour les quarts de finale des internationaux de tennis. La finale du tournoi, quant à elle, se déroulera dimanche à 15h. Et Boris Fassbender, autre tennisman du Grand Est, a également remporté son match hier. Il joue actuellement sa qualification. On marque une très courte pause. On se retrouve dans un instant pour donner la parole aux internautes et à nos invités. Sandrine a aussi plein de bonnes nouvelles à vous annoncer en termes d'idées de sortie. Et puis on partira en pèlerinage. A tout de suite.
Rénovation énergétique et esthétique de votre maison. Profitez des aides proposées au pays de Beach. Le traditionnel marché de Noël du CHS, c'est du vendredi 22 au dimanche 24 novembre de midi à 18h. Rendez-vous au centre social du CHS pour y découvrir une très grande variété d'articles et de décorations de Noël. Confiez votre véhicule au garage de l'Albe. Notre équipe dispose des dernières technologies. Cabine de peinture et produits hydro pour un standard de carrosserie AD. En ce moment, le contrôle hiver 25 points est gratuit et sans rendez-vous. Profitez aussi d'une remise de 30% sur les kits de distribution et pompes à eau. Sans oublier nos 1000 références de pneus à des prix défiant toute concurrence. Garage de l'Albe, la qualité relève du bon sens. Nous sommes à Ingwiller. Chaque matin, 5 équipes de Moder Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tout est associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Tout le mois de novembre, AVS Médical vous offre jusqu'à 20% de remise sur les matelas confort. Des matelas en mousse à mémoire de forme et équipés d'une housse en bambou qui régule la température du corps. Plusieurs modèles sont disponibles à partir de 379 € seulement. La livraison est offerte. Demandez conseil en magasin. Nos conseillers peuvent aussi se déplacer chez vous. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vous connaissez cette situation ? Dans le doute, n'hésitez pas. Faites dépister votre audition. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. Le Festival international de films pour le handicap bat son plein à Sarreguemines. Êtes-vous conscient des problématiques liées à la mobilité? Les infrastructures sont-elles suffisamment adaptées? Ces questions ont été posées sur nos réseaux sociaux. Alors Sandrine, que répondent nos internautes? Alors René a pris la parole pour nous dire un souci récurrent, le stationnement des véhicules sur les trottoirs. Souvent, il faut emprunter la route en fauteuil roulant car les trottoirs sont encombrés. Autre problème, les portes, notamment au carré Louvain, des portes automatiques seraient un plus. D'autres portes s'ouvrant vers soi obligent à manipuler le fauteuil en même temps que la porte. Et surtout, l'incivilité des personnes se garant sur les places PMR en disant « j'en ai pour 2 minutes », mais durant ce temps, la personne qui a besoin de la place ne peut pas s'y garer et doit se trouver une autre place ou refaire un tour du pâté de maison pour revenir une fois la place libérée avant qu'elle ne soit de nouveau prise. Dominique ajoute, sans parler du nombre de magasins qui n'ont pas d'accès pour les fauteuils roulants ou avec des rampes trop pentues sur lesquelles les fauteuils peuvent basculer en arrière et les ascenseurs trop petits pour y rentrer, etc. Et je termine avec le commentaire de Jay qui nous écrit « Il faudrait mettre en place un signal audio au passage piéton en ville comme à Sarrebruck pour les malvoyants, ce serait utile. » Pas mal de pistes d'amélioration possibles de toute façon. Alors en revanche, pas de problème d'accessibilité à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Le bâtiment, il est récent, il est aux normes. Il vient en plus d'être refait au niveau du hall d'accueil. Sandrine Clam, en fait, de toute façon, à la médiathèque, vous faites tout pour accueillir tous les publics. Oui, on fait en sorte que le public en situation de handicap puisse avoir accès à nos collections et nos services. Donc on a des portes automatiques déjà au rez-de-chaussée, on a 2 ascenseurs pour monter au premier étage pour visiter nos collections. Les rayonnages sont espacés de façon à ce que 2 fauteuils roulants puissent circuler sans problème. On a également dans les cabines de langue aussi une cabine spécifique pour les personnes en situation de handicap. Et à cela s'ajoute un agrandisseur de texte et en parallèle un service de portage à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer temporairement suite à un accident ou quelque chose d'autre et pour les personnes en situation de handicap. Donc vraiment l'accessibilité au maximum. Alors cette année, vous organisez plus particulièrement des actions pour les usagers qui souffrent de troubles 10. Mais de manière générale, Anne-Marie Gangloff, il y a de toute façon des choses au quotidien et en premier lieu des livres spécifiques.
Effectivement, il y a des livres spécifiques pour les personnes qui souffrent du DIS, que ce soit n'importe quelle forme de DIS. Donc, on a acquis récemment beaucoup de documents où, en fait, les caractéristiques, c'est que la couleur de l'impression doit être différente, les espaces sont différents, la présentation du texte est différente aussi, parce qu'on a l'habitude dans les livres de textes qu'on appelle justifiés, donc des textes qui sont alignés. Et au fait, ces personnes ont besoin de textes qui soient plus lisibles, plus espacés, avec des écritures de couleurs différentes. Et ça joue énormément. Vous avez déjà des premiers retours de ceux qui les ont empruntés? Oui, on a les premiers retours parce que c'est vrai que pour les 10, ça fait que quelques mois en fait où on a vraiment été sensibilisés beaucoup plus largement au problème et donc on a beaucoup de retours positifs par rapport à ces documents. Là, on vient d'acquérir aussi encore une quarantaine de documents parce qu'en fait, il faut dire aussi que l'édition n'est pas très importante. Donc, c'est un secteur qui doit encore qui a besoin de se développer. Alors, il y a un autre secteur qui est peut-être déjà plus développé, ce sont les livres à écouter. Il y en a à la médiathèque et il y a aussi un ami de taille pour beaucoup, c'est Victor. Victor. Alors, l'ami Victor, en fait, est un appareil de lecture pour les personnes non-voyantes, malvoyantes, mais également pour les personnes, en fait, qui ne peuvent pas tenir de documents, donc qui ne peuvent pas tenir le livre en main. Et donc, on a la chance d'avoir actuellement une quarantaine d'appareils qui sont mis à disposition gratuitement sur justificatif, sur une durée illimitée, donc vraiment quelque chose de particulier. Et pour les personnes qui sont plus à l'aise, en fait, on a également ce qu'on appelle les textes lus, donc qui peuvent emprunter soit à la médiathèque, mais on peut également les télécharger en fait par le biais de la bibliothèque sonore de Metz ou de l'AVH, donc qui est l'association Valentin Oui à Paris, donc où on a accès à leur médiathèque pour télécharger ou pour obtenir des CD pour les personnes afin qu'ils aient accès à la lecture de tous les documents, des nouveautés, de tout ce qui peut. Oui, ça permet d'écouter les livres. Voilà. Mais ça, à l'origine, c'est a priori plutôt conçu pour les malvoyants, les non-voyants. Oui. En fait, c'est quelque chose qui peut aussi être utilisé par ceux qui souffrent de troubles 10. Effectivement, donc pour les personnes souffrant de troubles 10, la bibliothèque sonore et l'association Valentin Oui mettent en place même des accès aux documents scolaires, ce que nous on n'a pas en médiathèque puisque forcément c'est d'autres documents, mais ils ont accès également aux documents scolaires et aux documents à la lecture, à la littérature, à des romans. Donc c'est vraiment, il faut vraiment venir se renseigner à la médiathèque. Donc on les accueille avec plaisir. C'est quelque chose qu'on met en place progressivement, mais pour les personnes malvoyantes, ça existe depuis quelques années déjà. Donc, et puis c'est vrai, vous les invitez à venir à la médiathèque. Sandrine Clam, les personnes qui souffrent de troubles 10, ça ne doit pas être le public le plus facile à attirer à la médiathèque. Il y a aussi le problème du regard des autres, la non-connaissance de ce que représente ce trouble. Du coup, vous organisez une grande action. Ça va se passer vendredi, dans 8 jours. Oui, c'est ça. On va faire une conférence sur les troubles de l'apprentissage. Donc, il y aura Écrit à 10 et Thomas Butacci, qui est neuropsychologue, qui vont intervenir durant cette rencontre-conférence. Donc, tout d'abord pour informer, parce que c'est vrai que les troubles 10 restent mal connus et il y a plus d'enfants dyslexiques qu'on ne l'imagine. Et puis, en parallèle, il y a une famille qui va venir témoigner de son quotidien. Donc, le but, c'est aussi de donner des conseils et des astuces au quotidien, tant pour les parents que pour les enfants. Et puis ouvrir un petit peu le regard du grand public. Voilà. Il y a aussi une action qui est cette fois-ci pas pour le grand public, mais qui est pour sensibiliser les plus jeunes. Oui, alors c'est destiné cette fois-ci à un public scolaire et on affiche complet. C'est un spectacle qui se déroulera à la médiathèque le 26 novembre dans l'après-midi et qui s'appelle Lisa lira. C'est un spectacle du collectif L'Ouvre-Boîte et ça raconte l'histoire d'une petite fille qui est justement atteinte de dyslexie. Donc on va suivre un peu son parcours, c'est-à-dire que le diagnostic des médecins jusqu'aux moqueries dans la cour de récréation. Et puis cette petite fille, à un moment donné, elle va en avoir marre, donc elle va décider de fuir. Donc c'est un spectacle à la fois graphique et théâtral et l'objectif c'est de montrer que cette différence ça ne doit pas être un handicap mais surtout un potentiel à exploiter. Et donc ça va permettre que les plus jeunes s'en rendent compte parce qu'ils ont sans doute des camarades de classe qui souffrent de troubles 10, donc eux n'y connaissent peut-être rien, mais qui sont un petit peu bienveillants avec leurs camarades. Alors tout ce que vous mettez en place, pardon de poser la question, mais est-ce que quelque part c'est du one-shot ou est-ce qu'il y a une vraie politique, une vraie volonté? Quels sont les projets? Est-ce que ça va être réitéré ce genre d'action? Alors, c'est pas un one-shot, c'est vraiment
une envie et puis un besoin en fait de partager, d'aller au-delà de ce qu'on peut faire, parce que tout est possible au final, que ce soit un public malvoyant, non-voyant, que ce soit des enfants 10, que ce soit d'autres personnes en situation de handicap. Donc là actuellement on a mis en place, pareil, c'était parti d'un atelier qu'on a fait en partenariat avec les musées, donc un atelier poterie où on a la chance d'exposer actuellement les objets au musée des techniques faïencières faits par des personnes non-voyantes et par les accompagnants. Et je vous dis sincèrement, je vous mets au défi de voir qui a fait quoi, parce que c'est impossible. Et on a d'autres projets aussi, donc avec une entreprise, donc Alpage Media, en fait, où on a des souhaits de faire des ateliers light painting, de faire des ateliers photos, de faire plein de choses. Donc pour le public non-voyant également, ça peut paraître bizarre, mais il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire, même si on ne voit plus, même si on est en situation de handicap, il y a plein de choses à faire. Donc j'invite vraiment les personnes qui veulent en savoir plus, qui ont besoin peut-être d'adresse ou quelque chose, de nous contacter à la médiathèque. Mais c'est vraiment pas quelque chose qui sera fait une fois. On a envie d'aller plus loin, mais on a besoin des autres aussi. Je veux dire, on n'a pas toutes les compétences, donc on attend aussi que les personnes viennent vers nous et partage, quoi. Mais on vous a entendu, il y a plein de choses à faire. Merci. Et que vous allez faire, vous l'avez dit. On va redonner juste le rendez-vous. Donc vendredi dans 8 jours, c'est à quelle heure pour la conférence? Alors c'est à 20h et par ailleurs le parking du Carré Louvain sera gratuit et libre d'accès de 20h à minuit. Tant qu'à faire. Et puis l'exposition, elle est à voir au musée des techniques faïencières. Et pour tous les prochains événements, mais vous nous les communiquerez, comme ça Sandrine pourra les annoncer, puisque c'est justement le moment de passer à la chronique des sorties. Et on commence le week-end, Sandrine, en musique. Oui, avec le Chœur d'Hommes, les Joyeux Compagnons de Putelange-au-Lac qui vous proposent 2 dates pour la représentation de leur spectacle. Alors c'est ce samedi à 20h et dimanche à 16h à l'espace culturel de Putelange. Et cette année, le spectacle s'appelle Sentimental et sera composé principalement de chansons françaises et plongera le public dans leurs souvenirs. Alors un spectacle à ne pas manquer, et pour être sûr d'avoir des places, n'hésitez pas à les acheter à l'avance ou à les réserver. Vous trouverez toutes les informations sur la page Facebook du Chœur. Les souvenirs, ce ne sont pas que des beaux souvenirs, c'est aussi la base de notre devoir de mémoire. Oui. Et il y a 2 événements qui se déroulent ce week-end. Le premier, c'est à Bitche. Oui, ce vendredi, à l'archiprêtré de Bitche, je vous invite à la projection du film « L'église mosellane sous l'oppression nazie » qui aura lieu à 20h à l'église Sainte-Catherine de Bitche. Ce film retrace les témoignages des personnes qui ont vécu toute cette période, et il y aura également la présence de la réalisatrice Nadège Kiffer et la régisseuse Christine Martin. Le nombre de places est limité également, alors n'hésitez pas à appeler le presbytère pour réserver. Et puis il y a une conférence qui va avoir lieu à Sarralbe. Oui, qui est présentée par Philippe Cueillère sur le thème « La drôle de guerre en Moselle du 3 septembre 1939 au 10 mai 1940 ». L'association des Amis du Pays d'Albe vous invite ce vendredi à 20h au complexe socioculturel de Sarralbe pour découvrir la vie des soldats déployés sur et en avant de la ligne Maginot et le quotidien de la cohabitation entre civils et militaires dans les zones de cantonnement. Et on reste à Sarralbe, mais cette fois pour préparer Noël. Oui, avec la chorale Cantilène de Sarralbe qui organise son traditionnel marché de Noël dans la salle socioculturelle et sportive ce dimanche de 10h à 18h. Et puis d'autres marchés de Noël sont également programmés ce week-end, il y en a pas mal déjà. Oui, il y en a beaucoup. Alors par exemple à l'espace culturel et sportif de Roulin, ce dimanche également de 10h à 17h, et ce sera au profit de l'association Les Bouchons de l'Espoir 57. Mais ce week-end, vous pourrez également découvrir par exemple le petit village de Noël à Philippsbourg avec la présence d'artisans locaux et d'autres marchés de Noël organisés à Gros-Réderchin, au CHS de Sarreguemines, à Olvin, à Rémelfin, à Ambar ou encore à Bliss-Gersviller. Reste au programme. Merci Sandrine. Et puis merci Sandrine Clam et Anne-Marie Gangloff d'être venues témoigner aujourd'hui dans cette émission. On part maintenant en pèlerinage. Alors un pèlerinage, c'est un voyage effectué par un croyant vers un lieu de dévotion. C'est aussi une manière de découvrir de magnifiques édifices religieux. On dénombre dans le monde quelques 500 millions de pèlerins, dont environ 100 millions de chrétiens. Et juste autour de nous, notre région est ponctuée de lieux sacrés qui ont donné naissance à des pèlerinages au fil du temps. C'est ce que vous invite à découvrir, Histoire d'Histoire. Bonne balade à travers les siècles et très bonne journée à tous. À demain.
Lieu de dévotion, témoin de la foi chrétienne des habitants de notre région au cours des siècles passés, les chapelles, oratoires et sanctuaires sont légion autour de nous. Chacun d'eux a ses particularités, son pèlerinage et ses légendes. Quand on dit pèlerinage, on met en avant son acte de croire, sa foi. Et le pèlerinage commence par les pieds. Il commence en marchant. Il y a des grands pèlerinages et certains d'entre nous le font. Saint-Jacques de Compostelle en est un, Jérusalem en est un autre, Rome était un autre. Mais le pèlerinage, c'est un lieu où on doit s'user les semelles pour pouvoir savoir ouvrir notre cœur à Dieu. Donc un pèlerinage, c'est du concret. Un ermitage et une chapelle attirent les pèlerins à Enchenberg depuis le Moyen-Âge. Laurent Bichler est membre fondateur de l'association qui s'occupe de l'entretien du site depuis 1989. Sainte Vérène n'est pas une sainte très connue, mais elle a fait sa part de bienfaits et de miracles, même pour les gens d'ici. Cette chapelle ermitage, ce site de Sainte-Vérène, on peut le dater aux environs de l'an 1000. Avant l'an 1000, d'autres lieux de culte ont existé. Et les toutes premières découvertes archéologiques du site remontent à l'époque romaine, gallo-romaine, ce qui veut déjà dire qu'il y avait déjà d'anciens lieux de culte, comme les cultes gallo-romains, qui étaient en place. Cette chapelle, au départ, elle était toute seule, probablement. Donc, et avec un ermitage qui est venu par la suite. Cet ermitage était certainement construit sur des structures en bois. Ce sera seulement vers 1745 qu'on a construit en dur l'ermitage qui est derrière nous. Cet ermitage a été construit sur des blocs de pierre énormes, a été attaché à la petite chapelle qui est actuellement le cœur de cette chapelle ermitage. Et c'est seulement après la guerre de 30 ans et la guerre de 100 ans qu'on a rajouté cette nef où nous nous trouvons actuellement. La tradition orale nous fait dire qu'il y avait une épidémie de bêtes dans les années 1760, et c'est à ce moment-là que les habitants d'Enchenberg ont sollicité Sainte-Vérène afin d'arrêter cette épisodie et ont fait le vœu de faire une journée de pèlerinage à son honneur. Malheureusement, il n'y a qu'une seule vache, selon la tradition, il n'y a qu'une seule vache qui a survécu, mais les gens d'Enchenberg n'ont pas tenu rigueur à la sainte et ont continué à l'honorer. Certainement que ce vœu de 1760 a été plus ou moins, il s'est greffé déjà sur le pèlerinage existant. Donc, ce vœu, depuis ce jour-là, les habitants d'Enchenberg ont chômé ce jour-là pour faire ce pèlerinage. Beaucoup de gens qui ont invoqué Sainte-Vérène, qui l'ont sollicité, c'était pour avoir des enfants. Ils avaient du mal à avoir des enfants. Donc on venait surtout chez Sainte-Vérène on savait que c'est elle qui pouvait les aider à avoir des enfants. Alors à Enchenberg, on sollicitait non pas la sainte pour avoir des enfants, mais les jeunes filles sollicitaient la sainte souvent pour avoir un mari. Beaucoup de personnes viennent encore ici, souvent des jeunes femmes ou des personnes qui sont un peu malmenées par la vie, suite à un divorce, suite à des violences, suite à des violences au travail même, viennent ici pour solliciter la sainte. Et souvent, au bout de 2 à 3 venues sur le site, je constate ça depuis plus de 25 ans ici, mais comme je suis pratiquement en permanence là, tous les 2 jours, donc je vois les gens qui viennent, qui sollicitent la sainte, et des petits miracles se produisent régulièrement. Et au bout d'un moment, les gens ne reviennent plus, ils ont eu ce qu'ils voulaient, et d'autres viennent à leur tour.
Nombreux sont les randonneurs qui, au détour d'un chemin, sont tombés sur la chapelle des Bois, au lieu dit Erbsental à Egelsart. Loin de toute habitation, à quelques pas d'un étang paisible, la chapelle des Bois, bien que propriété privée, est entretenue par une vingtaine de bénévoles, dont Jean-Louis Heibel et sa femme Huguette, qui y viennent tous les jours. Donc il faut retourner au Moyen-Âge, où les moines de l'abbaye de Sturzelbronn prennent possession du domaine. Ils déboisent, ils défrichent, mettent en culture et ils construisent une scierie, une grange pour s'abriter et un oratoire pour prier. Ils ne retournent à l'abbaye que les dimanches pour les offices. Les moines exploitent le domaine jusqu'à la Révolution et c'est vers 1793 où le général Charles-Auguste de Kreutzer reçoit de l'empereur, c'était son ami, il était général de brigade des armées napoléoniennes, donc il reçoit de l'empereur le domaine qu'il exploite. Avec sa sœur Malvina, il fit construire la chapelle actuelle vers 1860. En 1939, le domaine est bombardé par les Allemands. Toutes les installations sont détruites, sauf la chapelle. Après 1945, l'abbé Langenfeld de Meisenthal revient sur sa terre natale. Son père était régisseur ici, toute son enfance est passée ici. Il connaît très bien la chapelle. Mais il la trouve vraiment désolante. Elle a été délabrée, elle a servi d'écurie pendant la guerre. Donc, après cela, avec la famille de Dietrich, qui était entre-temps devenue propriétaire du domaine, il a commencé à reconstruire la chapelle, la toiture, l'intérieur, et ainsi de suite. L'abbé Langenfeld a longtemps cherché la cloche qui était bien cachée dans le campanile et donc l'a remise à sa place. En 1974, l'abbé Langenfeld y célèbre ici sa première messe. L'abbé d'Egelsart, à l'époque, l'abbé Scheid, obtient l'autorisation d'y organiser un pèlerinage tous les lundis de Pentecôte, qui subsiste encore aujourd'hui. Elle représente, comme j'ai déjà dit, un haut lieu de recueillement. Il y a beaucoup de ferveur qui se passe ici, beaucoup de prières, beaucoup de demandes aussi. Mais c'est aussi un joyau qui est, je dirais, planté au milieu de nulle part, mais dans la forêt, et qui est quand même connu par beaucoup de monde. C'est une chapelle qui donne beaucoup à réfléchir lorsqu'on vient ici, dans ce calme, beaucoup à penser, à prier. Si partout on retrouve des grottes évoquant les apparitions de la Vierge à Lourdes, à Sirstal, c'est un autre pèlerinage qui a donné naissance à un sanctuaire, les apparitions de Fatima au Portugal en 1917. Éric Schneider est archiprêtre de la communauté de paroisse Saint-Bernard. Natif de Sirstal, ce lieu c'est un peu sa maison. Mais ce que l'on connaît aujourd'hui comme le sanctuaire de Holbar Fatima a des origines bien plus anciennes. À Fatima même, le 13 mai 1917, on est encore dans la Grande Guerre et donc la Vierge Marie apparaît à Trois Pastoureaux où justement la Vierge Marie a demandé à ses trois enfants de prier, de faire pénitence pour que la paix puisse regagner une France et une Europe marquées par la guerre et les meurtrissures et les blessures sociales de l'époque. Mais c'était surtout, elle a demandé à ces jeunes de prier pour que la paix advienne dans le monde.
très vite, le message est devenu universel, porté universellement dans le monde. Donc, à l'époque où Sirstal Fatima, ici, a été, je dirais, originellement une aspiration due à une intuition du curé, l'abbé Georges Marx, donc qui était ici curé dans les années 30. Il a demandé en 1938 à bâtir un baldaquin. L'abbé Marx a entendu déjà avec le monde les bruits de bottes qui commençaient à venir. On était en plein contexte d'entre-deux-guerres avant la Seconde Guerre mondiale. Très vite, il a compris que la guerre était inévitable, les Français et le monde aussi. Et donc, il a demandé qu'on vienne y prier ici pour la paix. Plus loin, derrière moi, il y a une petite statuette de Marie qui est dans un tronc. C'est Notre-Dame du Redel. Le Redel était un champ qui était un peu plus loin quand on va dans la direction de la ligne Maginot, notamment Simserhof, qui n'est pas loin d'ici. Et donc le Redel était un lieu au XVIIe siècle qui était boisé. Et donc les bûcherons étaient à l'œuvre, notamment, on faisait beaucoup de bois pour les cristalleries. Donc, pour faire le cristal, cela demandait beaucoup de bois et donc il y avait des bûcherons qui étaient payés toute la semaine pour pouvoir contribuer à l'exploitation du bois pour la cristallerie. Et donc, très vite, un soir, lorsque ces bûcherons étaient autour du feu, il y en a un qui s'est mis à sculpter avec son couteau une vierge dans un morceau de bois et il était un peu à la proie aux railleries de ses copains qui, à un moment donné, jettent la vierge, en tout cas la sculpture, dans le feu et surprise, le lendemain matin, tout le feu était consumé sauf la sculpture de la Vierge. Et donc Notre-Dame du Redel a été également en grande partie pendant la Révolution française. Vous savez qu'on a détruit toutes les imageries, beaucoup de statues dans nos églises ont été cassées, détruites. Donc on a de nouveau mis Notre-Dame du Redel au milieu du feu au moment de la Révolution et là aussi elle n'a pas brûlé. Et donc, le Redel est devenu un lieu de dévotion mariale. Et c'était autour d'un tronc d'arbre. La Vierge est restée posée dessus et les personnes se rassemblaient autour pour prier le chapelet ou le rosaire. Dès que le baldaquin a été béni en 1946, il y avait une affluence très importante. Les gens venaient de partout, de la Moselle, mais aussi de l'Alsace proche, de l'Allemagne également. Et donc c'était déjà un lieu un peu de réconciliation après-guerre, comme les chapelles qui rassemblaient déjà des communautés françaises et allemandes. Donc il ne faut pas oublier que les chapelles comme les églises étaient les premiers lieux de réconciliation entre deux peuples après une guerre. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que très vite, le curé a compris que le baldaquin ne suffisait plus, il fallait accueillir une chapelle pour, premièrement, accueillir ces pèlerins. Donc cette chapelle, très vite, a été mise en œuvre. La pierre de fondation, 4 septembre 1949, et elle a été bénie officiellement par l'évêque de l'époque, Monseigneur Heinz, donc le 13 mai 1953. À partir du moment où la célébration de l'Eucharistie a été introduite, les saisons mariales ont commencé parce qu'à Holbach Fatima, on répercute un peu tous ces grands messages des apparitions de Marie de 1917 et les apparitions à Fatima ont eu lieu du mois de mai, du 13 mai au mois d'octobre. Et donc ici, depuis cette époque-là, on peut dire que les saisons mariales n'ont jamais arrêté. D'autres pèlerinages ont eu leurs heures de gloire dans le secteur, comme Greffintal. Sur son chemin, on s'arrêtait à Blisgerswiller, au pied de Saint-Quirin, dont la fontaine avait, disait-on, des vertus miraculeuses. Certains de ces édifices, chapelles, oratoires ou sanctuaires, sont aujourd'hui classés monuments historiques. Et l'on s'attache à les entretenir grâce au concours de nombreux bénévoles, pour que, même perdus au fond des bois, on ne les oublie pas.